a sport is not a sport when the relation between the effort and the success, the effort and reward don't exist. So it's not a sport. So it's not a sport of the success is already guaranteed. It's not a sport and it doesn't matter if you lose. 19 avril 2021. Cette date fera date dans l'histoire du football. 12 des plus grands clubs européens officialisent le lancement d'une nouvelle compétition, un mini-championnat qui se terminerait par des phases finales et concurrent à la traditionnelle Ligue des Champions de l'UEFA, la Super League. Un nouveau format motivé par le gain qui explose à la face des plus grandes instances de football et des différentes ligues nationales. Une annonce surtout qui met l'ensemble du monde du football en émoi, mais pas seulement. Supporters, médias, politiques, tous s'indignent face à ce système élitiste. Tous s'unissent pour crier leur dégoût d'un foot business qui semble atteindre son paroxysme. Or, si la nouvelle choque et bouleverse, ne serait-elle pas au fond un long serpent de mer et la suite logique d'une lente mutation du football moderne depuis la fin du XXe siècle? Abonne-toi à Megafoot, le meilleur du foot en vidéo. Le football doit changer. La phrase est signée par le président du Real Madrid, Florentino Pérez. Avec son homologue de la Juventus Turin, Andrea Agnelli, il est le principal porteur, si ce n'est l'instigateur, du projet de la Super League. Si rien ne nous dit que ce concept fortement inspiré des compétitions américaines est censé faire décoller les droits télévisuels, 12 géants européens avaient au préalable décidé de faire bande à part. Ils espéraient à terme être 15. Parmi les membres fondateurs, on retrouvait ainsi le Big Six anglais, les 3 clubs espagnols les plus titrés ces dernières années et les 3 plus grandes écuries historiques italiennes, pas de PSG ni de Bayern. Quant au format, l'idée était simple, 15 clubs fondateurs, 5 invités, le tout réparti en 2 groupes de 10 avec des matchs aller-retour en pleine semaine avant de disputer des playoffs en match simple et sur terrain neutre. Révolutionnaire et intervenue la veille de celle de la réforme de la Ligue des Champions à l'horizon 2024, cette idée de Super League réservée à un petit cercle de clubs parmi les plus riches du continent a été interprétée comme une véritable trahison par les amoureux du football et des structures traditionnelles européennes. Comment en est-on alors arrivé là? Tout commence au début des années 90, plus précisément lors de la saison 1992-1993. La Coupe d'Europe des clubs champions devient la Ligue des champions. Une nouvelle formule souhaitée par les grands clubs et qui leur garantit plus de revenus. Des privilèges apparaissent même pour les grandes ligues européennes lorsqu'en 1997-98, les 2e, 3e voire 4e des grands championnats sont invités à participer à une compétition qui n'a de Ligue des champions que le nom. Le projet de Super League arrive quelque part, c'est l'achèvement d'un processus qui a commencé dans les années 90 avec l'UEFA qui a changé sa ligue, sa Coupe des clubs champions en Ligue des champions. Dans cette transformation-là, il y avait évidemment une volonté de garantir plus de matchs aux clubs, donc plus de recettes billetterie et plus de droits télé. Mais dans ce schéma-là, elle a introduit le fait qu'il y ait plusieurs clubs par pays qui prendraient part à cette compétition, ce qui a augmenté le nombre de clubs addicts ou dépendants à ces recettes. Parallèlement, le football plonge progressivement dans l'ère moderne avec l'arrêt Bosman. Cette jurisprudence qui permet aux clubs de compter dans leur équipe autant de ressortissants de l'Union européenne qu'ils le souhaitent a considérablement accéléré la libéralisation du foot professionnel. La mobilité internationale est progressivement devenue la norme, tandis que les clubs les plus riches, eux, y ont vite trouvé leur compte en dépouillant à coups de chéquier les talents de demain des équipes moins huppées. Conséquence, leur présence dans les phases finales des Coupes d'Europe se feront de plus en plus rares. Enfin, la hausse constante des droits télé et des revenus publicitaires distribués par la suite aux clubs seront des variables qui accentueront encore un peu plus les inégalités entre clubs. Un fossé qui se creusera davantage au début du nouveau millénaire. Car si un premier projet de Super League émanant d'une société spécialisée dans les droits télé, Media Partners, est soutenu par plusieurs pointures du monde de l'audiovisuel, Silvio Berlusconi en tête, sera balayé d'un revers de main, celui de créer une organisation de lobbying des clubs les plus influents et riches d'Europe, le G14, verra bel et bien le jour. Souvent opposée à l'UEFA et à la FIFA, celle-ci s'est particulièrement fait remarquer pour avoir, à de nombreuses reprises, milité pour la multiplication du nombre de matchs européens afin de générer plus de revenus. Bingo! Jugée trop fermée et discriminante par le président de l'UEFA, un certain Michel Platini, cette assemblée sera dissoute en février 2008 et immédiatement remplacée par l'Association européenne des clubs et ses 214 membres. Enfin, cette notion de Super League reviendra régulièrement sur le bout des lèvres entre 2016 et 2019. Opposé à ce projet aujourd'hui, le Bayern Munich, sous l'impulsion de Karl-Heinz Rummenigge, évoquait pourtant à cette époque l'idée d'une Super League entre cadors européens.
Le tout au lendemain d'une nouvelle réforme de l'UEFA prévoyant la qualification automatique pour la phase de groupe des 4 clubs les mieux classés des 4 premières nations, avec pour but d'augmenter une nouvelle fois le prix des droits télé en proposant plus de chocs. Une idée qui germera donc de nouveau 3 années plus tard, avec cette fois-ci comme chef d'orchestre Florentino Pérez. Ce dernier tentera de rallier à sa cause les 20 grandes places fortes du foot européen et de les faire s'affronter dans le cadre de 2 différentes divisions. En vain. En 2021, face aux urgences économiques liées à la crise sanitaire de la Covid-19, ce dernier reviendra à la charge avec en tête une idée simple, réinventer le modèle footballistique actuel. On arrive avec la période Covid, avec une vraie problématique pour les clubs, puisque le Covid impacte, la Covid impacte toutes les organisations, obligeant tous les clubs à jouer sans public, se privant donc de 15 à 30% de recettes, selon les clubs, selon les schémas, 15 à 30%, alors que de l'autre côté, au niveau des dépenses, les dépenses, elles sont restées les mêmes, c'est-à-dire principalement les salaires. Et donc les clubs qui jusqu'ici avaient toujours voulu privilégier les compétitions nationales, beaucoup de clubs sont à la recherche de nouvelles recettes, de nouvelles ressources de financement, et sont à l'écoute de différents projets, dont le projet de Super League. Cette annonce de la création d'une Super League a sans surprise suscité les foudres d'une kyrielle d'acteurs. Tous ont été bouleversés par cette rupture avec la vision méritocratique qui est l'essence même du football et du sport en général. Vous savez, cette part d'incertitude qui laisse parfois place à de belles surprises et de beaux exploits. Alors pourquoi ça génère autant de tensions? C'est que au-delà de la remise en cause de l'UEFA, c'est que c'est de nature à remettre en cause tout le système que l'on connaît depuis un siècle en Europe avec les fédérations et les confédérations. C'est-à-dire que là, on est sur une organisation purement privée. La contre-attaque a évidemment été menée en premier lieu par les plus grandes instances du football mondial. L'UEFA s'est ainsi très vite insurgée face à ce putsch. Elle n'a d'ailleurs pas hésité une seule seconde à menacer les 12 dissidents de représailles draconiennes, comme l'exclusion de ces clubs de toutes les compétitions nationales et internationales, ou en brandissant même un euro ou une coupe du monde sans les joueurs internationaux évoluant dans ces équipes. L'association a ensuite reçu le soutien de la FIFA, qui a déclaré désapprouver toute ligue européenne fermée et dissidente. Une prise de position assez cocasse, quand on sait que Gianni Infantino réfléchissait déjà il y a quelques mois à un projet assez similaire. Qu'importe, la fronde est également et logiquement venue des principaux protagonistes du monde du football. Joueurs, entraîneurs, supporters ont tous dénoncé à l'unisson la cupidité de ce programme, et ce, quitte à aller à l'encontre de leur propre direction. L'onde de choc a même atteint la sphère politique de nombreux pays européens. Brocardé aux 4 coins de l'Europe, ce château de cartes s'est finalement effondré face au tollé médiatique. Chelsea et Manchester City ont été les premiers à céder. On suivi dans la foulée l'ensemble des clubs anglais, les 2 clubs de Milan et l'Atlético Madrid. Un volte-face aussi tonitruant que fut leur scission initiale, mais qui soulève encore bien des questions. Qu'on dise que le football appartient à ses fans est entièrement juste. Que l'UEFA s'étonne et menace alors qu'elle propose une réforme de la C1, jugée par beaucoup absurde et peu compréhensible, ne l'est pas en revanche. Au fond, l'idée de Super League n'était-elle pas, depuis le début, un coup de poker menteur pour pousser l'UEFA à modifier sa position sur sa prochaine formule de Ligue des Champions et négocier une nouvelle distribution et répartition des droits télé? En coulisses, il se murmure que l'UEFA pourrait lever jusqu'à 7 milliards d'euros contre 4,2 milliards initialement prévus. Une aubaine pour certains clubs en difficulté économique. Un projet dément en réponse complètement folle. Ou comment sauver le foot en soutirant encore plus de fric? Logique. On le savait déjà, mais entre nous, le football de notre jeunesse ne serait-il plus désormais qu'un lointain et doux souvenir? Et toi alors, que penses-tu de la Super League? Dis-nous ce que tu penses en commentaire, et si tu aimes nos vidéos méga foot, n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner. A très vite pour une nouvelle vidéo, ciao!